Bonjour à toutes et à tous, et tout d'abord je tenais à vous remercier de m'accueillir au sein de ce forum autour de l'emballage pour l'industrie agroalimentaire au Burkina Faso. Très sincèrement, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Depuis 20 ans, j'accompagne les entreprises de l'industrie agroalimentaire en France dans le développement de leurs emballages. Je me suis assez vite rendu compte qu'ils avaient vraiment besoin de compétences externes pour ces développements, ce qui est tout à fait normal puisque leur métier c'est de produire des aliments et de les vendre. Ce n'est pas de concevoir des emballages. Alors je les accompagne de la conception d'emballage, c'est-à-dire l'éco-conception de l'emballage, au plus près de l'emballage, pour obtenir un emballage juste, le juste emballage, jusqu'à la fin de vie de l'emballage, et le plus souvent possible, non pas la fin de vie, mais la deuxième vie de l'emballage, parce qu'on va essayer de concevoir des emballages qui soient ou réemployables ou réutilisables. Donc pour aujourd'hui, je vous ai préparé un petit programme. Donc il était une fois l'emballage. On va voir que c'est pas quelque chose de très récent. À quoi sert l'emballage dans ses fonctions les plus simples? Les matériaux couramment utilisés, les 7 fonctions incontournables de l'emballage, et notamment autour de la sécurité alimentaire. Et puis je vous proposerai une méthode pour choisir un emballage. Pour la petite histoire de l'emballage, je vais utiliser le transport des liquides. En Europe, l'emballage explose à partir des années 1960, mais en fait, ça existe depuis bien plus longtemps que ça. Ici, par exemple, on voit des amphores qui datent de 1500 avant Jésus-Christ, qui servaient à transporter du vin, des huiles, du vinaigre et d'autres liquides, j'imagine. Ici, on a affaire à une gourde qui est fabriquée à partir de mamelles de chameau. C'est une gourde qui date de l'art primitif, hein, c'est de l'art africain. Ici, c'est une représentation d'une gourde médiévale, donc c'est quelque chose qu'on pouvait trouver en France, où on observe une qualité de couture pour bien protéger le liquide qu'elle transporte, et puis en haut, vous avez un bouchon également en bois. Et puis je fais un grand bond en avant, hein. Ici, on a une bouteille d'eau, donc ça, c'est l'emballage emblématique en plastique. L'eau, produit indispensable. Et puis, progressivement, en France en tout cas, on voit la disparition de cette bouteille d'eau en plastique au profit, quand on se déplace, d'une gourde. Et puis finalement, quand on observe tout ça, bah, on est en train de se dire qu'on est en train de revenir un petit peu à l'origine en matière d'emballage, puisqu'on va réutiliser à travers cette dernière gourde bah, des emballages qui sont réemployables, réutilisables. Et pour commencer, à quoi va servir l'emballage, et ici par exemple pour ce miel de tamarin? Alors tout d'abord, l'emballage c'est quelque chose qui sert à contenir. On va choisir l'emballage, le matériau, sa forme, sa couleur en fonction de ce qu'il devra contenir. L'emballage sert tout d'abord, et c'est sa fonction première, à protéger l'aliment. Donc il va le protéger de l'humidité par exemple, du froid, du chaud. Il va le protéger également des chocs par exemple lors de son transport. Et justement, l'emballage sert également à transporter les aliments. Là, on le comprend assez facilement avec le miel. Il est impossible de transporter sans emballage le miel de la ruche jusque chez le consommateur. Alors, ça peut faire sourire ce que je viens de dire, mais en même temps, c'est une évidence qu'il est important de rappeler, et notamment à l'attention de tous les gens qui sont contre tous les emballages. L'emballage sert également à conserver le produit qui est à l'intérieur. Alors c'est un peu moins vrai ici parce que le miel est un produit qui est extrêmement sucré et qui va se conserver très très bien. Par contre, c'est très vrai pour des aliments frais, pour des aliments plus fragiles, de la viande, du poisson, où on va utiliser
des matériaux, alors pour rester sur des matériaux plastiques, on va utiliser des matériaux barrières à l'eau, barrières à l'oxygène, barrières aux UV, de façon à protéger l'aliment à l'intérieur de l'emballage et même assez souvent à apporter un délai supplémentaire de conservation à l'aliment. L'emballage également, et ça c'est un sujet qui est très très important, que je ne vais pas forcément développer aujourd'hui, mais que je pourrais développer à d'autres occasions pour certains d'entre vous si ça vous intéresse. L'emballage va permettre de mettre en valeur votre produit. L'emballage, c'est la première des choses que verra le consommateur. C'est la peau extérieure de votre produit. C'est la première des choses qu'il aura dans la main. C'est la première des choses qu'il aura sous les yeux. On dit de l'emballage qu'il est le vendeur silencieux. L'emballage vous permettra également de vous différencier de vos concurrents il va falloir que vous choisissiez des couleurs assez particulières, que vous choisissiez une écriture assez particulière pour mettre en avant votre produit. Et tout ça, ce sera contenu sur l'emballage. L'emballage, c'est une véritable différenciation et c'est vraiment quelque chose qui, par son aspect visuel, va vous permettre de développer vos ventes. L'emballage doit être également facile d'utilisation, facile à ouvrir, facile à fermer, facile à utiliser, facile pour le consommateur et puis facile également à trier ou à jeter. Dans l'exemple du miel par exemple, le fait que ce soit un pot, que ce soit rond, ça va être très pratique parce que on va pouvoir l'attraper d'une main comme ça, prendre une cuillère ou un couteau de l'autre et puis se servir assez facilement. Si c'était par exemple une poche en plastique souple, eh bien on n'y arriverait pas, ça serait beaucoup plus compliqué. En plus, on n'arriverait pas à la faire tenir, debout. On comprend bien que pour le miel, le fait que ce soit un pot rond comme ça, c'est extrêmement pratique, pardon, j'allais dire plastique. Et puis, l'emballage va vous permettre également d'informer le consommateur parce que vous avez les obligations légales d'information du consommateur. Qu'est-ce que c'est que le produit, d'où il vient, qui l'a fabriqué, des informations légales obligatoires et notamment les valeurs nutritionnelles. Donc voilà assez rapidement au minimum à quoi sert un emballage. Mais vous allez voir prochainement que ça a d'autres utilités et notamment dans la sécurité alimentaire. Dans tous les cas de figure, quand on va développer un emballage, on va raisonner couple, produit, emballage. Pour reprendre l'exemple précédent du miel, par exemple, on a utilisé un pot, donc là c'est un pot en plastique, en polypropylène en ce qui le concerne, mais ça aurait pu être un pot en verre. J'ai pris l'exemple d'une poche plastique souple, par exemple, si on met le miel à l'intérieur, pour s'en servir en tant que consommateur à la maison, ça n'a absolument rien de pratique. Donc on va raisonner systématiquement produit, emballage. Sinon, ça n'a aucun sens. Voilà, ici je vais vous présenter les matériaux les plus utilisés pour conditionner des aliments. Donc en commençant par le plastique, alors il en existe différents, le polystyrène par exemple, le polypropylène, les polyéthylènes, les PET. PET c'est le matériau qui est utilisé pour produire les bouteilles d'eau hein, en plastique comme on a vu tout à l'heure. Et ces matériaux peuvent être complexés, c'est-à-dire on va rajouter des couches pour garantir des barrières à l'eau, à l'oxygène par exemple, et donc améliorer la conservation du produit conditionné. Donc ici un bocal en verre qui pourra être stérilisé par exemple. Ici tout simplement du papier, hein, ça peut suffire pour emballer un produit sur un trajet assez court et pour une conservation de courte durée. Ici, un emballage en carton. Alors attention, souvent les emballages en carton dans l'industrie agroalimentaire sont multicouches, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a une fine couche de matière plastique, c'est du polyéthylène le plus souvent, qui va assurer la sécurité alimentaire. Il est clair qu'on ne peut pas mettre énormément d'aliments, notamment tous ceux qui sont humides ou gras, en contact direct avec le carton. Ici, la boîte de conserve hein, stérilisée qui va garantir une conservation très longue durée.
Et puis, notamment en France, on voit revenir maintenant, et notamment sur le marché du vrac, les sacs en tissu, ici un sachet en coton. Et puis, pour terminer, ici c'est un gobelet, mais ça aurait pu avoir une autre forme. Donc c'est un emballage dit biosourcé. Donc il est issu de matière végétale et il est ou pas compostable. Donc maintenant, je vais vous parler des 7 fonctions indispensables de l'emballage. Alors comme vous le voyez, il y en a 4 qui sont en gras et on va en reparler tout à l'heure. Et il y en a 3 qui ne sont pas en gras et donc je vais vous parler assez rapidement tout de suite. Donc le numéro 4, c'est prévenir le risque chimique. Le risque chimique, c'est quoi? C'est par exemple la migration du contenu vers le contenant et notamment pour les matières plastiques, il y a une réglementation en Europe en tout cas qui est vraiment très stricte et c'est nécessaire qu'elle existe. Le point numéro 6, c'est répondre aux exigences techniques et économiques du fabricant et de l'utilisateur de l'emballage. Il est clair qu'on ne va pas développer un emballage qui coûte cher proportionnellement au produit qu'il emballe. Et ça, c'est une chose. Deuxième chose, on va devoir prendre en compte tout le process de fabrication de l'aliment de façon à ce que l'emballage ne soit pas un problème mais reste une solution. Et puis l'utilisateur de l'emballage, c'est-à-dire le consommateur par exemple, il faut qu'il puisse se servir de l'emballage, il faut qu'il puisse l'ouvrir, il faut que ce soit pratique. Enfin on le verra tout à l'heure dans un exemple. Et puis le point qui est tout en bas, c'est interagir et communiquer avec le consommateur. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le pot de miel, c'est pouvoir apporter de l'information, communiquer avec le consommateur, que ce soit sur des informations légales ou pour faire de la publicité autour du produit conditionné. Je reviens donc sur la première fonction importante de l'emballage, c'est préserver la qualité de l'aliment. Alors j'ai choisi quelques exemples pour illustrer mon propos de façon assez simple. Donc le premier que j'ai choisi, c'est une bouteille en verre qui va permettre de conditionner, de conserver et de transporter. Donc ici, hein, c'est du bissap que vous connaissez bien, vous connaissez même mieux que moi. Ensuite, je vous présente du café. Donc là, c'est du café en grains. Alors, quand on regarde l'emballage comme ça, on se dit c'est un emballage papier, c'est du craft. Mais en fait, détrompez-vous, hein. À l'extérieur, effectivement, c'est bien du papier, c'est bien du craft. Mais à l'intérieur, il y a une fine couche d'aluminium et dessus, il y a une fine couche de plastique. Ça sert à conserver les arômes du café, hein. Sans ça, vous perdez en 2 ou 3 semaines, vous perdez les arômes du café. Ce qu'il faut savoir, c'est que le café est conditionné et est prévu pour être conservé au moins un an. Ici, vous avez de la viande. Alors, on l'a conditionnée sous vide, hein, sous vide d'air, c'est-à-dire qu'on positionne la viande dans une poche plastique et puis on enlève toute l'air qui est à l'intérieur. Donc là, ça a deux intérêts. La première, c'est ça va freiner énormément le développement bactériologique de la viande. Et puis le deuxième ici, c'est que ça va aider à la maturation de la viande. Alors, il existe un autre procédé pour conserver la viande. Donc là, on va avoir une durée de conservation quand même sur le produit qui est là, qui est relativement longue. Mais il y a une autre technique d'emballage pour conservation de la viande, mais qui sera beaucoup moins longue. C'est on prend un emballage tel que l'emballage plastique qu'on a vu dans la présentation que je vous ai faite tout à l'heure. On met la viande à l'intérieur. On fait ce qu'on appelle un vide d'air, on va remplacer par un gaz, donc on va mettre un gaz à l'intérieur, et puis on va mettre un film d'operculage sur le dessus, et on aura par exemple pour une viande comme celle-ci, une conservation entre 8 à 10 jours, au frais bien sûr. Et puis ici c'est un emballage, un sachet de regroupement
pour une des recettes, alors je ne sais pas comment vous la prononcez, hein, moi je la prononce Babenda, mais c'est une recette traditionnelle, d'après ce que j'ai cru comprendre, du Burkina, où vous allez retrouver l'ensemble des composants pour fabriquer la recette chez vous, et ça permet également de protéger l'ensemble jusqu'à ce que vous arriviez chez vous. Outre la structure de l'emballage, c'est-à-dire son matériau, il va falloir également adopter, et ça c'est très important, des méthodes de conservation. Donc ici, je vais vous en présenter quelques-unes. Donc en haut à gauche, la surgélation. Au milieu, toujours en haut, le froid, donc illustré ici par du poisson et de la glace, mais c'est un réfrigérateur, hein, par exemple. Ensuite, toujours en haut, mais à droite, les produits stérilisés. Donc là, c'est du lait, mais ça peut être du jus d'orange, ça peut être de la soupe, enfin différentes choses. En bas, à gauche, toujours pour la stérilisation, cette fois des plats cuisinés, ou des légumes, des fruits. Et puis enfin, pour terminer, en bas à droite, l'apertisation. Donc c'est l'utilisation de boîtes métalliques qui feront bien évidemment des boîtes de conserve. D'ailleurs, les modes de conservation vont également définir les matériaux utilisés. Utiliser un emballage, c'est s'assurer de la résistance et de la compatibilité des matériaux choisis. Donc on va tester l'ensemble des matériaux, l'ensemble des emballages, en fonction de leur utilisation. Donc ici je vous présente quelques tests. Donc en haut à gauche, vous avez le test d'écrasement. Donc là c'est du carton, mais ça pourrait être du plastique, du bois, enfin peu importe, qui va permettre de s'assurer de la gerbabilité des emballages les uns sur les autres. En dessous, c'est un test d'étirement qui va surtout servir pour le plastique. Ça permet de mesurer notamment la solidité du plastique et parfois l'operculage. Hein, vous avez un film d'operculage supérieur sur une barquette inférieure. On va calculer, la séparabilité des deux. Au milieu, vous avez ce qu'on appelle le test de poinçonnement. Donc on va, vous voyez en haut, on a une aiguille et en fait on va essayer de percer l'emballage. Alors ça c'est super intéressant, notamment quand on va utiliser des emballages souples pour conditionner, par exemple sous vide comme on l'a vu précédemment pour de la viande, une viande avec un os. Hein, vous avez l'os donc qui est une partie de la viande qui est tranchante, qui est piquante, qui va entrer directement en contact avec le matériau plastique. Et bien là, ça va nous permettre de mesurer la solidité du plastique. En haut à droite, vous avez le test d'étanchéité. Alors, vous voyez, hein, ça peut se faire de façon toute simple. On prend un sachet, on le remplit d'air, on le soude, et puis on le plonge dans tout simplement dans une cuvette pleine d'eau, et puis on mesure, on regarde comme ça l'étanchéité. En bas, c'est un test de transport. Donc on est sur une plaque, là on a mis un carton hein, sur une plaque vibrante qui va de temps en temps pencher à droite, pencher à gauche, et ça nous donnera la résistance de l'emballage tout au long de son transport. Et préserver l'environnement, même si je ne vous en parle pas beaucoup ce matin, c'est quelque chose de fondamental lorsque l'on choisit un emballage. Il faut absolument éviter cela. Alors en haut, la photo, c'est ce que l'on appelle le 7e continent. Donc c'est un continent qui est fait uniquement de plastique. Il est grand 7 fois comme la France sur une hauteur de 3 à 4 mètres, hein, il me semble. Et puis en bas, vous avez une décharge à ciel ouvert où on voit que tout ce qui est entassé là ne sera jamais recyclé. Hein, ce sera, dans le meilleur des cas, ce sera enfoui. Et clairement, on va raisonner éco-conception. Hein. C'est le plastique qui est visé principalement. Et les plastiques apportent des fonctions qui sont difficilement remplaçables hein, en alliant légèreté et protection du produit, comme par exemple les barrières à l'eau ou au gaz, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais tous les produits n'ont pas les mêmes besoins en termes d'emballage et de fonctionnalité. Plus que
de disparition, il me semble plus pertinent de parler de rationalisation du plastique. Le plastique doit justifier son intérêt dans l'emballage pour être accepté par le consommateur. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici je vous présente une méthode pour choisir son emballage. Donc la première des choses, et ça fait un lien avec le sujet précédent qui était donc la protection de l'environnement, c'est la consommation de matières premières. Il faut vraiment choisir autant que faire se veut des matières dites responsables. Par exemple, si on choisit une matière plastique, on doit s'assurer de sa recyclabilité. Donc ensuite, on va prendre en compte ce que contient l'emballage et la conservation du produit. On va aussi réfléchir à faciliter les opérations de conditionnement et de logistique du produit, optimiser le stockage et le transport du produit qui ont un coût assez important finalement sur le produit. Il faut également permettre la traçabilité du produit, être visible et véhiculer les valeurs de la marque et de l'entreprise, comme on l'a vu tout à l'heure sur le pot de miel, l'étiquette met en valeur le produit et la marque. Informer le consommateur, donc avec par exemple les mentions légales et les valeurs nutritives. Faciliter l'usage en toute sécurité, mais vous verrez juste après un exemple, et puis que ce soit facile à trier et à recycler. Et maintenant, je vais vous faire voir des exemples de tout ça par des photos. Alors, il est extrêmement important d'intégrer l'usage par le consommateur. Je vous ai mis ici deux photos pour illustrer mon propos, mais il y a encore bien d'autres exemples. Donc le consommateur, votre emballage, il doit pouvoir l'utiliser sans aucun problème. Il doit pouvoir l'ouvrir, le cas échéant, il doit pouvoir le refermer. Il doit pouvoir également se servir et sortir le produit qui est à l'intérieur sans que ça pose aucun problème. Et ensuite, il doit comprendre ce qu'il doit faire de l'emballage, c'est-à-dire par exemple le trier ou le jeter. Donc sur l'image d'en haut, on voit clairement c'est un bocal et en fait il a été conçu un petit peu de travers et on n'arrive pas à l'ouvrir facilement, peut-être même qu'on n'arrive même pas à le fermer facilement. En bas vous avez un autre cas, il y a tellement d'informations et l'emballage est tellement petit que les informations sont écrites en tout petit et on n'arrive pas à les lire. Donc voilà, vous avez deux exemples concrets de ce qu'il faut intégrer et de ce qu'est l'usage par le consommateur. D'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour vous parler justement de la valeur de l'usage. Ça, c'est très très important. Alors, pour que vous compreniez bien ce que c'est que la valeur de l'usage, je vais vous donner deux exemples. Le premier, par exemple, c'est une bouteille d'eau. Voilà. Une bouteille d'eau, ça a une valeur qui est relativement faible et l'eau, par contre, on en a vraiment besoin pour vivre. Autant on peut se passer pendant un certain temps de manger, autant de l'eau, c'est beaucoup plus compliqué, on en a vraiment besoin pour vivre. Donc vous avez une valeur qui est relativement faible. Par contre, vous avez une valeur de l'usage, l'eau, donc pour vivre, qui est elle très importante. A contrario, un exemple qui n'a pas cette valeur de l'usage mais qui a de la valeur, c'est un diamant. Un diamant, c'est une valeur économique, une valeur en argent qui est très très forte, mais concrètement, ça sert à pas grand chose. Alors ça sert à faire joli, mais je veux dire, par rapport à l'eau, par exemple, on comprend bien que ça ne sert absolument à rien. Eh bien, cette valeur de l'usage, vous devez l'intégrer quand vous pensez emballage. C'est-à-dire qu'un emballage n'a pas un coût extraordinaire, par contre, il a un usage qui est extrêmement important. Quand on pense emballage, donc on va parler de l'emballage primaire, c'est celui qui est complètement à gauche et qui est en contact direct avec le produit. Eh bien, on va aussi raisonner emballage secondaire, comme vous le voyez, et emballage tertiaire. Et surtout, on va éviter tout transfert d'impact. Imaginons qu'on ait choisi l'emballage primaire qui est là, donc c'est un sachet pour des cornflakes, et puis qu'à la fin, on se rend compte qu'il ne rentre pas correctement dans les cartons sur la palette et qu'on est obligé d'utiliser plus de cartons
que ce qui était prévu au départ. Alors, dès le début de la conception de l'emballage, on va prendre l'ensemble de la chaîne de stockage en considération. Donc ici, je vous présente un concept assez étonnant, c'est le moins égale plus. Ça veut dire que moins on va utiliser de matériaux, et mieux ce sera. Donc pour ça, on va bien étudier toute la chaîne logistique, du conditionnement jusque chez le consommateur, de façon à éviter au maximum les suremballages qui ne servent à rien. Et puis on va travailler sur l'optimisation du poids de l'emballage par rapport au contenu. Comme déjà énoncé plusieurs fois au préalable, donc l'optimisation et l'utilisation des ressources naturelles, et dès que cela est possible, essayer d'utiliser des matériaux, des matières premières recyclées. Prendre en compte la fin de vie des emballages, c'est dans la mesure du possible s'assurer que le matériau est recyclable. Et puis, si l'emballage est composé de plusieurs éléments, essayez de faire en sorte que l'on puisse facilement séparer les éléments les uns des autres pour pouvoir recycler au moins ceux qui sont recyclables. Il est bien évident que ce que je viens de vous présenter en moins de 30 minutes n'est que la partie visible de l'iceberg. Chaque point doit être travaillé en profondeur. Mais pour aujourd'hui, vous pouvez déjà essayer de vous souvenir de ce que je vous propose ici en synthèse. Donc, quel que soit le matériau utilisé pour conditionner des aliments, il faut un emballage pour le transporter. L'emballage va protéger l'intégrité de l'aliment qui est contenu à l'intérieur. Il va améliorer sa conservation et à partir du moment où il protège l'aliment, il va protéger également le consommateur. Pour définir un emballage, on va systématiquement raisonner produit, emballage, jamais, surtout jamais l'un sans l'autre. En fonction de l'aliment, en fonction de sa conservation souhaitée, de son utilisation, alors on va choisir le matériau approprié. L'emballage devra toujours être testé d'abord à vide, puis avec son contenu pour s'assurer qu'il remplit bien toutes ses fonctions, en tout cas toutes les fonctions attendues. L'emballage devra toujours être éco-conçu. Il faudra systématiquement être au plus près du produit conditionné. C'est ce que moi j'appelle l'emballage juste. C'est-à-dire qu'on va essayer de supprimer tout ce qui ne sert à rien. Et puis surtout, on va prendre en compte l'origine du matériau qu'on aura choisi jusqu'à la fin de vie de l'emballage. Et puis enfin, et c'est hyper important, pensez marketing. N'oubliez pas que votre packaging, c'est ce que l'on appelle le vendeur muet. C'est ce que le client, c'est ce que votre client va percevoir en premier. Ça va être l'image de votre entreprise. Et il vous aidera à vous démarquer de... Voilà, donc nous sommes rendus à la fin de mon exposé, donc c'était plutôt court, je ne suis pas rentré dans le détail des choses, mais je reste ouvert à toutes vos questions, que ce soit immédiatement ou que ce soit même après ce forum. Vous avez mes coordonnées, vous pouvez me joindre sans aucun souci. Je vous remercie de m'avoir écouté et je reste à votre écoute.